Donc rapidement, Clostridium difficile est donc une bactérie anaérobie, gram-positive qui forme des spores, qui est impliquée en pathogénicité humaine et qui entraîne des diarrhées à cause de sa production de toxines. C'est une bactérie qui est associée à une forte morbimortalité, qui a été responsable de presque 30 000 décès aux États-Unis en 2011 et qui a un coût en santé publique non négligeable, évalué à 3 milliards d'euros par an en Europe. Quand on s'intéresse au microbiote digestif au cours des infections à Clostridium difficile, on constate que le microbiote est modifié avec une modification de la répartition des phyla bactériens, avec ce qui est observé le plus fréquemment, c'est une diminution de la proportion relative du phylum des Bacteroidetes et du phylum des Firmicutes, et une augmentation des protéobactéria qui contiennent des entérobactéries. Il y a également une diminution globale de la richesse et de la diversité microbienne. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'infection qui entraîne cette modification du microbiote, ou alors c'est parce que le microbiote est altéré que l'infection s'installe. Cette étude, en fait, les auteurs ont écouvillonné presque 600 patients en écouvillon rectal au cours de leur hospitalisation, et ils ont suivi leur cohorte. Il y a 25 patients qui ont développé une infection à Clostridium difficile. Ils les ont donc appareillés rétrospectivement en sexe, en âge et en date d'hospitalisation concordante, avec 25 patients qui n'avaient pas développé d'infection. Et ils ont analysé par métagénomique leur microbiote digestif. Ils montrent que chez les patients qui vont développer une infection à Clostridium difficile, il y a déjà une diminution des Bacteroidetes. Il y a au rang de la famille une diminution des clostridiales, il y a une diminution des Bacteroideaceae et une augmentation des Enterococcaceae. Donc il est admis que la dysbiose précède l'infection, et de façon un petit peu plus générale, un des éléments qui engendre la dysbiose le plus fréquemment, c'est l'antibiothérapie que peut avoir reçu le patient, qui va donc altérer sa flore digestive, pas que au niveau des bactéries. Il y a également une modification de certains facteurs du métabolisme, comme notamment les acides biliaires. Il faut savoir que les acides biliaires sont pris en charge par certaines bactéries du microbiote, qui vont les transformer d'acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires. Et la proportion relative entre acides biliaires primaires et secondaires a un impact sur la croissance et la germination de Clostridium difficile. Un des traitements actuellement utilisé dans les infections à Clostridium difficile, c'est la greffe fécale, dont le principe repose sur le fait de restaurer un microbiote sain pour lutter contre l'infection. C'est en fait un traitement dont on entend parler de façon très ancienne. Dès le IVe siècle, en médecine chinoise, il est décrit des suspensions de sel qu'on faisait boire aux patients pour les traiter de diarrhée. Au XVIIe siècle et jusqu'à maintenant, il est utilisé la transconation, qui est en fait une greffe fécale chez l'animal. Une des premières publications scientifiques qu'on a date de 1958 de Eisenman, qui était un chirurgien digestif et qui a traité 4 de ses patients qui présentaient une colite pseudomembraneuse par greffe fécale par lavement avec succès. À cette époque, Clostridium difficile n'avait pas été mis en évidence comme étant l'agent de la colite membraneuse. Ça a été fait à la fin des années 70. Et donc les premières publications qui font état du traitement par greffe fécale dans les colites à Clostridium difficile datent des années 80, jusqu'à l'essai randomisé de 2013 qui a vraiment établi le traitement de la greffe fécale comme traitement pour les infections récidivantes à Clostridium difficile. Donc c'est une équipe hollandaise. Ils ont pris des patients qui avaient des colites à Clostridium difficile récidivantes. Ils les ont randomisés en 3 groupes. Un groupe antibiotique seul, un groupe antibiotique et lavement, et un groupe antibiotique, lavement, puis greffe fécale. Et ils montrent qu'il y a une diminution très nette de la récidive, avec 81% d'absence de récidive chez les gens qui ont une greffe fécale, contre 30% d'absence de récidive chez les patients traités par antibiotiques seuls. Il montre également qu'après greffe fécale, il y a une restauration de la diversité bactérienne qui devient proche, donc ça c'est le donneur, qui devient proche de celle du donneur, et qu'il y a bien un effondrement de cette diversité au cours de l'infection.
À Marseille, on s'est intéressé plus particulièrement à la greffe fécale au cours de l'épidémie d'infection à Clostridium difficile de génotype O27 qui a eu lieu à partir de mars 2013, où en fait sur les 10 premiers cas observés qui ont été groupés entre mars et juin 2013, il y a eu 3 décès sur ces 10 premiers cas. Donc suite à ça, la greffe fécale a été proposée en systématique à ces patients. Et cette étude s'est intéressée du coup à comparer les patients qui avaient des infections à Clostridium difficile O27, qui avaient bénéficié d'une greffe fécale en première intention, en comparaison avec ceux qui avaient été traités par antibiotiques ou par greffe fécale tardive. Et donc la greffe fécale a montré qu'on pouvait réduire la mortalité de façon très importante, puisqu'il y avait presque 65% de décès chez les patients qui n'avaient pas eu de greffe fécale et un peu moins de 20% chez les patients qui ont bénéficié de cette greffe fécale. De façon un peu plus... Donc suite à ça, la greffe fécale a été proposée en systématique à tous les patients, quel que soit leur génotype. Et en analysant de façon rétrospective les données, on se rend compte que la greffe fécale permet de diminuer fortement la mortalité chez les patients traités en première intention dans un contexte de colite à Clostridium difficile sévère. En France, la greffe fécale a fait l'objet de recommandations de l'ANSM. C'est considéré comme un médicament, donc c'est assez réglementé, avec notamment des recommandations pour la sélection des donneurs et pour les tests qui doivent être réalisés sur les selles que l'on va administrer. Les voies d'abord peuvent se faire de façon plus courante par sonde nasogastrique, ça peut également se faire par lavement. Et c'est relativement artisanal avec des selles qui sont en fait mixées et qu'on administre aux patients par sonde nasogastrique. Ici, c'est comme ça qu'on réagit. Un des problèmes, c'est de conserver les selles, de conserver le microbiote et d'éviter qu'on perde trop de bactéries au cours du temps. Les greffes fécales initialement étaient faites avec des selles fraîches, elles sont maintenant faites avec des selles congelées. Et il y a eu un des travaux au laboratoire qui essaie de voir quel additif on pourrait ajouter aux selles de façon à ce qu'on puisse conserver un maximum de bactéries. Il a été retenu une association de lait, de sucrose, de trialose et d'antioxydants qui ont montré une bonne conservation du plus grand nombre de bactéries possible en comparaison avec les selles fraîches chez les aérobies et chez les anaérobies. La voie d'abord par sonde nasogastrique ou par lavement est relativement invasive, donc il y a plusieurs équipes qui s'intéressent à savoir si on pourrait essayer d'administrer cette greffe fécale par gélule. Il faut savoir que quand on va administrer une certaine quantité de sel et de bactéries, il faut arriver à le réduire dans un faible nombre de gélules et arriver à le lyophiliser. Dans cette étude, ils ont administré, donc c'est non comparatif, ils ont pris des patients qui avaient des colites à Clostridium difficile et récidivantes et ils ont administré dans l'équivalent de 2-3 gélules 2,5 10 puissance 11 bactéries et ils ont eu 88% d'absence de récidive avec, ils montrent, une bonne restauration de la composition du microbiote entre, ici, le patient au bout de 2 mois de suivi et le donneur en comparaison avec le microbiote du patient initial. Ensuite, on veut s'intéresser à qu'est-ce qui, dans les selles, dans ce qu'on administre, qu'est-ce qui est vraiment efficace, quelles sont les bactéries qui peuvent vraiment avoir un rôle pour prévenir l'infection à Clostridium difficile. Il y a quelques articles qui sont parus, donc notamment l'essai CER109, où les auteurs ont en fait administré des spores de Firmicutes qui avaient été issus de selles de donneurs sains. C'est un essai non comparatif. Ils l'ont administré à 30 patients qui avaient des colites récidivantes et ils ont eu 86% de succès, donc d'absence de récidive sur un délai de 8 semaines, en montrant que la diversité du microbiote était restaurée. Cet essai a été poursuivi en phase 2, mais n'a pas pu montrer son efficacité. De façon un peu plus isolée, cette équipe a administré 25 espèces anaérobies, les avait sélectionnées
à partir d'une selle d'un donneur. Ils ont cultivé et ils ont extrait les bactéries qu'ils avaient réussi à cultiver. Ils les ont administrées à 2 patients qui avaient des colites récidivantes par coloscopie, et ces patients n'ont pas présenté de récurrence dans les 6 mois. Un cocktail de 12 espèces de bactéries aérobies et anaérobies a été administré à 55 patients. Là encore, c'est non comparatif. Certaines de ces bactéries avaient été sélectionnées pour leur activité contre Clostridium difficile in vitro. Et ils ont pu montrer, eux aussi, une absence de récurrence à 1 mois d'évolution dans 63,6% des cas. Chez l'animal, il y a une espèce qui a été mise en évidence, Clostridium scindens, donc chez la souris, comme pouvant conférer une résistance à l'infection, mais ceci n'a pas pu être mis en évidence chez l'homme. Cet essai, c'est le seul essai randomisé qui essaie d'expérimenter une bactériothérapie. Donc eux, ils ont pris des spores de Clostridium difficile qui ne produisaient pas de toxines. Ils les ont administrés par solution buvable à des patients qui avaient des colites récidivantes en comparaison avec un placebo, avec différentes quantités de spores sur un délai différent. Et ils ont montré qu'il y avait moins de récurrence dans le groupe des patients traités, et ce, des 10 puissance 4 spores par jour pendant 7 jours d'administration. Nous, au laboratoire, l'année dernière, on a essayé de mettre en évidence les bactéries qui pouvaient être associées à une résistance contre Clostridium difficile. Donc, par l'approche de culture omique, on a comparé donc, le microbiote de patients ayant des colites à Clostridium difficile avec un microbiote de sujets sains. On voit qu'il y a une diminution de la diversité bactérienne dans le groupe des patients malades. Et si on s'intéresse aux bactéries qui se retrouvaient uniquement chez les contrôles et de façon la plus abondante, donc dans le plus de prélèvements possible, on voit qu'il y a une majorité de Bacteroidetes et de Firmicutes, et que certaines de ces bactéries ont déjà été utilisées dans les études que je vous ai présentées précédemment. En faisant l'analyse par métagénomique, en comparant des échantillons de 30 patients malades et de 27 contrôles, en analyse discriminante linéaire, donc de façon statistique, on met en évidence que certaines bactéries sont là aussi plus associées au fait d'avoir une absence d'infection à Clostridium difficile, et que là encore, certaines de ces bactéries sont des bactéries qui ont déjà été utilisées dans les cocktails de la littérature. On voit qu'avec ces deux méthodes, on n'obtient pas les mêmes bactéries selon la technique qu'on utilise, que seules 6 bactéries ont été mises en évidence par ces deux méthodes, et la plupart appartiennent au genre Bifidobacterium. Pour aller un peu plus loin, il y a actuellement un travail en cours au laboratoire où on compare par métagénomique et par culture omique les selles du patient malade avant sa greffe, en comparaison avec le microbiote du donneur qui va permettre la greffe, et en comparaison secondaire avec le microbiote du patient dans un délai précoce après sa greffe, et ensuite dans un délai tardif dans le mois qui suit sa greffe, en essayant de mettre en évidence les bactéries qui pourraient être associées à une résistance contre Clostridium difficile. Voilà, merci beaucoup Sophie. Je crois que ça illustre bien l'enjeu qui est actuellement nôtre, c'est-à-dire de passer de la greffe empirique avec les matières fécales complètes, comme on le fait actuellement, à une approche un peu plus ciblée de bactériothérapie. Ça a été sous-entendu par Mathieu en ce qui concerne la malnutrition, mais évidemment sur le Clostridium, c'est tout l'enjeu actuel, pour pouvoir ensuite administrer soit en prévention, soit en traitement ces bactéries spécifiquement, et probablement par gélule, comme ça a été montré par certaines équipes de ce côté-là. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions sur cette thématique sur le Clostridium. Un autre commentaire sur les greffes fécales, actuellement c'est employé, je crois, je ne sais pas, on a fait 150 à peu près, c'est ça? Oui, un petit peu plus de 150, un peu moins de 200. Ouais. Donc ça marche pas mal. On l'utilise aussi pour la décontamination des bactéries mutualistes, le porteur, donc ça marche pas mal aussi. Et a été rapporté par hasard, d'ailleurs, ça nous hérite beaucoup sur le produit qu'il a trouvé, mais on va regarder quand même, que les greffes fécales entraînaient une disparition ou une régression
les infections urinaires chroniques. Une chose très intéressante. Qu'on comprend par ailleurs, parce qu'on voit avec le microbiote urinaire, dont on voit que c'est un passage digestif. Mais en tout cas, ça, c'est une observation empirique qu'il faudra reprendre sur les phénographés. Nous, regarder s'il y en a qui ont effectivement eu ce qui est possible, parce qu'il y a beaucoup d'infections chroniques chez les sujets âgés, et que donc, ça joue probablement un rôle dans le traitement des infections chroniques. Quelle est la persistance de la greffe fécale au cours du temps? Alors, nous, on ne l'a pas évalué pour le moment. Après, clairement, on retrouve le microbiote du donneur pendant plusieurs mois. Il y a des études qui ont été publiées dans la littérature où on retrouve finalement la restauration du microbiote du donneur chez le patient receveur. Parmi les greffes fécales qui ne fonctionnent pas, est-ce qu'on a identifié des caractéristiques ou un profil particulier justement qui peut anticiper les difficultés dans la greffe, dans la prise de la greffe? Non, ce qui est montré dans la littérature tout de même, c'est que même si on a démontré l'efficacité, l'amélioration, une grande amélioration, parce que la mortalité était divisée par 5 sur le 0,27 et par 3 sur les formes graves, sur ce que vous a montré Sophie, il est montré que certains ribotypes sont un facteur d'échec quand même de greffe fécale dans la littérature. Ensuite, après, on n'a pas analysé, il est démontré également qu'il y a des bons donneurs et des moins bons donneurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour essayer de comprendre justement quelles sont les bactéries. Très probablement sur l'ensemble des bactéries, seulement un nombre limité rencontre une réelle efficacité. Si vous voulez. Il y a un phénomène un peu nouveau dans les clostridium difficile, qui est même très nouveau, qu'on vient d'apprendre, c'est que les clostridium difficile les plus virulents sont sélectionnés ou hyperstimulés par la présence de tréhalose. Et que donc, pour l'instant, on n'a pas étudié quelle était la consommation de tréhalose chez les gens qui avaient clostridium difficile ou les gens qui ont des rechutes à clostridium difficile, mais cette tréhalose est de plus en plus utilisée en métier comme édulcorant, comme agent sucrant. C'est une vraie question et on pense, il y a des gens qui pensent que les épidémies qu'on a actuellement de 0,27 et 2,78 sont liées à l'utilisation de plus en plus fréquente de tréhalose. Ce qui nous emmerde beaucoup parce que nous on avait protégé, on avait fait un brevet pour lyophiliser du tréhalose. On ne va pas utiliser celui-là, on va le sucrose à la place, parce qu'on ne sait pas. Donc le tréhalose est un facteur qui aide à sélectionner la virulence des clostridium difficiles. Ouais. Je m'excuse, vous l'avez peut-être dit, mais je suis arrivée en retard. Vous pouvez aller jusqu'à combien de greffes fécales chez un même patient? Alors, nous, on n'a jamais fait plus de 3 chez un même patient. Après, il n'y a pas de raison finalement limitée, sauf à se dire que finalement ça ne va pas marcher, mais on a fait 3. Avec, dans ce cas particulier, une efficacité au bout de la 3e greffe. Et avec combien d'espace entre chaque greffe? Je lui l'ai donné exactement en tête, mais on était au-delà d'un mois entre les greffes. Il faut changer les donneurs? Ouais. Vous faites des greffes fécales que pour lutter contre le clostridium difficile ou d'autres? 90% c'est Clostridium et 10% c'est ce que je présenterai à la fin sur la décolonisation des bactéries hautement résistantes. Donc pour réglementaire, on a le droit à plusieurs... Pour les 2 indications, vous pouvez faire plusieurs greffes. Il y a 2 indications pour l'instant autorisées. Alors autorisées, il y a des gens qui en font dans d'autres situations, on y reviendra tout à l'heure avec la présentation de Mélanie sur la rectocolite hémorragique, mais en tous les cas ici, on l'a fait dans ces 2 indications-là. Comment le traitement est-il accepté? Relativement bien. Comment vous le présentez alors? Ah bah on leur cache pas, hein, mais non mais c'est très intéressant, en fait on a très peu de refus si vous voulez, à partir du moment où on explique les choses, à partir du moment où en plus, maintenant c'est plus simple parce qu'on a quand même des données sur la réduction de la mortalité, sur la réduction des récurrences, il y a vraiment des choses très... Et en définitive, c'est très bien accepté, on a rarement quelqu'un qui nous dit non, c'est déjà arrivé, mais vraiment très rarement. On prend du temps pour expliquer comment ça va se passer, toutes les étapes, la sonde nasogastrique, etc. Mais honnêtement, ça se passe bien. Mais bon, ça peut être un domaine sur lequel il est intéressant de travailler.
J'ai une question technique. Oui. Là, vous faites une préparation par lavement avant de faire Oui. le... Ouais. Deux lavements. On fait deux lavements successifs. Deux lavements successifs. Et je crois vraiment que ça a une part importante dans la diminution de la charge bactérienne au niveau de la greffe, quoi, quelle que soit l'indication d'ailleurs. Il y a du bicarbonate aussi, pour éviter qu'ils meurent au passage. On leur fait bouffer, on leur neutralise le pH de l'estomac, de manière à éviter que tous les anaérobies soient tués comme par l'acidité. Ça, je ne sais pas si c'est publié ailleurs que parmi quand on a commencé, il n'y avait même pas les sondes nasales, il n'y a rien de publié dessus. Donc on a bricolé, le premier ça n'a pas marché. Donc petit à petit, ce qu'on fait, tout le monde l'a fait. Mais nous, on a commencé rapidement, on a congelé, et rapidement on a fait les sondes nasales, et puis les autres, c'est un secteur plus compétitif, donc c'est sorti en même temps que ce que nous faisons. Allez, on va voir une toute dernière question. Là. Oui, au niveau du donneur, est-ce que vous avez étudié le profil du donneur avant? Et si oui, vous allez jusqu'où faire la métabolomique Pour l'instant, on est en cours c'est un travail en cours, si vous voulez, pour justement voir quels sont les bons donneurs en métagénomique culturomique.